Si Apple était un État, préférieriez-vous vivre en Apple ou en Chine? C'est la question que pose iPhone China, un essai documentaire du musicien et producteur berlinois Christian von Boris. Sans le moindre commentaire, mais à travers de nombreuses citations, son film évoque le capitalisme high-tech transnational et trace un parallèle entre les États modernes et les entreprises mondialisées. La Chine n'est pas seulement le lieu de production d'Apple, c'est aussi le pays où l'entreprise réalise 10% de son chiffre d'affaires. Pour les Chinois, la libéralisation économique se traduit par une prospérité accrue, mais la participation citoyenne à la vie politique et le droit à la protection contre l'exploitation au travail restent des notions inconnues. Apple, le symbole de l'idéologie néolibérale, est-elle une entreprise totalitaire? Derrière ses produits au design stylisé, quelle est la réalité? iPhone China est visible dans plusieurs festivals et sur des plateformes vidéo. Dans Square, Christian von Boris nous parle de son film et de la relation entre Apple et la Chine. Le projet du film part de deux observations initiales. Je suis allé en Chine assez régulièrement et j'ai remarqué au travers de mes lectures et par mes rencontres avec des Chinois que depuis les années 80, les évolutions de la société chinoise se déroulent de façon très différente de ce qui se passe dans le monde occidental. Pourtant, les changements ont été très importants. C'est dû à Deng Xiaoping, l'ancien chef du Parti communiste, qui a mis en place le système néolibéral dans un État à parti unique. Et depuis, on décrit la Chine comme un État qui fonctionne à la manière d'une entreprise. Et ça m'a fait penser à ce qu'on dit souvent en Allemagne, notamment quand il est question du miracle économique allemand. On parle souvent de la SARL Allemagne, pour indiquer que les grandes entreprises, celles qui font partie du DAX, le CAC 40 allemand, contrôlent ce qui se passe au niveau politique dans le pays. En gros, l'État fonctionne comme une entreprise. Récemment, Eric Schmidt, le président du conseil d'administration de Google, a déclaré: de nos jours, des sociétés comme Apple et Google sont dirigées comme des États. Elles ne se font pas la guerre, elles unissent leurs forces. Leur diplomatie fonctionne comme celle d'un État. J'ai trouvé ça très intéressant. Car ça montre bien qu'il existe des entreprises mondialisées dont les dirigeants pensent qu'elles fonctionnent comme des États. Parallèlement, il existe des États, comme la Chine, le plus grand État du monde, dont on pense qu'ils fonctionnent comme des entreprises. Et ça, c'est nouveau. Et c'est aussi très intéressant parce que cela concerne directement les citoyennes et les citoyens. Cela pose la question de savoir où est-ce que je vis? Est-ce que je vis dans une entreprise? Ce qui m'a frappé aussi, c'est que Apple, la plus connue des entreprises mondialisées, produit à la fois du matériel informatique et des logiciels. Chose que les autres grands acteurs ne font pas. Ni Google, ni Facebook, ni Yahoo, ni Twitter. Chez Apple, il y a cette association matériel-logiciel. Et puis, il y a cette citation du juriste américain Lawrence Lessig qui dit qu'un logiciel, c'est comme un gouvernement. La programmation d'un logiciel est comparable à un ensemble de lois. Code is law, dit-il en anglais. Le code, c'est la loi. Et là, on en revient à l'État. Les logiciels correspondent-ils aux États d'autrefois? Tout cela crée un paradigme nouveau dans lequel l'humain doit trouver ses marques. Et c'est assez complexe. Et c'est pour ça que j'ai fait ce film. Mais ce n'est pas un film d'investigation. Il ne pose pas la question « Comment Apple fonctionne-t-il ? Comment produit-il en Chine ? Qu'est-ce que la Chine ?» Ce qui m'intéresse, c'est cette association. D'où la question que pose le film « Si Apple était un État, est-ce que je préférerais vivre en Apple ou en Chine ?» La Chine, Apple, chacun immense et surpuissant. Le plus ancien de tous les empires, la Chine, dont les premières traces remontent à 5000 ans avant Jésus-Christ. Le plus récent de tous les empires, Apple, né en 1976 dans le garage de Steve Jobs en Californie. Steve Jobs, un gourou qui, à l'instar de Mao Tse-tung, prône une révolution culturelle. Les deux empires se dressent comme des régimes totalitaires autonomes.
Chacun ses propres règles, lutte sans merci contre les concurrents, contrôle des employés comme contrôle du peuple. Et chacun a son slogan. Pour Mao, le pouvoir est au bout du fusil. Pour Steve Jobs, le pouvoir est au bout de la souris. Think different, pensez différemment. Et achetez tous la même chose. Savoir fabriquer ce qui plaît et savoir le vendre, deux domaines dans lesquels ils excellent et qui ont fait d'eux des géants. Le commerce est aussi ce qui les a rapprochés. Apple fait fabriquer ses objets high-tech à bas coût en Chine et les Chinois achètent désormais par millions les produits Apple. Le dragon a croqué la pomme. Comment se définit le totalitarisme de nos jours? C'est une question très complexe. À bien des égards, les États-Unis sont un système totalitaire. C'est ce système qui rend possible les entreprises californiennes et ce que, dans le film, j'appelle la Californian Ideology. L'État américain a laissé s'instaurer une économie de marché dérégulée. C'est le modèle économique anglo-américain, celui qui s'impose dans le monde entier. Or, ce modèle fonctionne beaucoup mieux avec des États potentiellement totalitaires. Actuellement, ce qui est important pour l'État chinois, c'est le transfert de technologie, pour qu'à un moment donné, les entreprises chinoises soient en mesure de produire elles-mêmes. C'est déjà le cas. Il existe déjà un téléphone chinois meilleur que l'iPhone et que les téléphones Samsung, mais il n'est actuellement disponible que sur le marché chinois. Donc la technologie est arrivée en Chine. Le rapport entre Apple et la Chine, c'est un grand classique. La Chine est un pays émergent qui a besoin de ces technologies et qui dispose d'un immense réservoir de force de travail. Apple, de son côté, c'est l'entreprise capitaliste classique qui recherche la façon la plus économique pour produire son fourbi. On pourrait aussi le faire produire par des robots, mais ce serait beaucoup plus cher. En Chine, les travailleurs sont qualifiés, ils sont bon marché, et ils veulent travailler, même 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour un salaire de misère. Ils sont très jeunes, ils font ça 2 ou 3 ans, après quoi ils sont carbonisés et ils s'en vont. Ou ils se jettent du toit de l'entreprise, ce qui est déjà arrivé. En clair, c'est l'idéal. Comme la plupart des gadgets électroniques, ce téléphone a été assemblé en Chine, dans une usine de la taille d'une ville. Les gens qui travaillent ici sont en permanence victimes d'abus et de discrimination. Ils travaillent dans des conditions inhumaines et doivent faire un nombre d'heures supplémentaires illégal. En l'espace de quelques mois, plus de 20 ouvriers se sont suicidés par désespoir. Nous avons résolu ce problème en installant des filets anti-suicides. Au bout du compte, même si c'est très cynique de dire ça, c'est idéal pour la Chine et pour Apple. D'ailleurs, le film évoque cette appli de jeu où il faut sauver les gens du suicide. Cette application, développée par des universitaires italiens, a très rapidement été retirée des boutiques en ligne iTunes et Google Play. Ils n'en ont pas voulu. Donc là, une forme de totalitarisme transparaît effectivement. Et chez Google, ils ont beau proposer des cours de yoga, l'entreprise n'en est pas moins totalitaire. Et ce que je trouve important aussi, c'est qu'on ne se dise pas « J'ai compris, je n'achète rien chez Apple, j'ai la conscience tranquille ». Parce qu'en fait, il n'y a pas d'alternative. Les téléphones Samsung, Motorola ou autres sont produits dans les mêmes conditions. Et ceux qui pensent qu'un téléphone équitable vaut mieux que les autres se trompent. C'est de la foutaise, c'est de la coquetterie, c'est tout. Pour moi, de nos jours, les produits sont des idéologies. Alors, comment faire un documentaire sans la moindre ligne de commentaire? L'une des possibilités est d'essayer de trouver des images qui se répondent. Vous avez, par exemple, ces images d'archives de la place Tiananmen avec la foule qui brandit le petit livre rouge des citations de Mao. Et il y a une vidéo d'Apple avec des gens qui sont les premiers à avoir acheté un nouveau produit et qui le brandissent de la même façon, comme un fétiche. Là, vous avez deux images qui se répondent et qui disent beaucoup de choses. Avec ce genre de parallèle, il n'y a pas besoin d'explication. Avec le livre rouge de Mao, on est dans l'idéologie d'État. Le film parle d'un mode de société. On peut l'approuver ou le désapprouver, mais ce n'est pas la question. C'est un mode de société. Et avec les produits Apple, il y a l'idée de l'individu, de la réalisation de soi. Là, on est dans la quête du bonheur par la consommation. Ça n'a plus rien à voir avec le mode de société, c'est tout à fait autre chose.
Si l'on veut connaître un objet, il n'y a pas d'autre méthode que d'avoir cet objet en main, de vivre et de l'utiliser dans son environnement. Si vous voulez accéder à la connaissance, vous devez participer au changement de la réalité. Si vous voulez connaître la théorie et les méthodes de la révolution, il faut participer à la révolution. D'une certaine manière, la censure de l'Internet en Chine a fait en sorte que les Chinois sont devenus d'excellents internautes. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que celui d'utiliser un VPN, par exemple, pour contourner la censure. Ils sont obligés d'apprendre à se débrouiller. Chez nous, quand il y a une affaire comme celle des écoutes de la NSA, tout le monde tombe des nues. Ici, personne ne sait comment fonctionne Internet, mais apparemment, nous sommes tous surveillés. En Chine, c'est clair pour tout le monde. Et cela fait en sorte que les internautes chinois sont extrêmement émancipés du fait de cette expérience négative. C'est-à-dire qu'ils ont toute une série de termes qui leur permettent de communiquer sur Internet. C'est très intelligent. Les gens qui vivaient en RDA ont fait le même genre d'expérience, celui d'un état disciplinaire qu'il s'agissait de contourner en permanence en utilisant une terminologie très subtile. Dans les pays dans lesquels nous vivons, on a le droit de tout dire. On a le droit de se plaindre, on peut aller manifester devant la chancellerie, on peut dire que Hollande est un idiot, etc. Plusieurs philosophes français ont parfaitement décrypté et analysé ce phénomène et je les admire beaucoup pour ça. Deleuze et Foucault ont décrit les différences entre les sociétés de contrôle et les sociétés disciplinaires. Pour Foucault, dans les sociétés disciplinaires, le système éducatif, l'école, les hôpitaux, le monde du travail, l'université sont ce qu'il appelle des institutions disciplinaires destinées à former les gens à la discipline. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Nous entrons dans des sociétés de contrôle qui se définissent très différemment des disciplines. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt, ceux qui veillent à notre bien n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Le nouvel État n'a plus besoin de ces institutions disciplinaires parce que les gens sont totalement conditionnés et qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Ça, c'est la société de contrôle. C'est une société dans laquelle j'ai la liberté d'aller me planter devant Hollande ou Merkel et de leur dire « Vous êtes des abrutis ». Et ils me répondront « Ok, très bien ». Et après ? Tu veux une subvention pour organiser une manifestation culturelle ? Ça signifie que, dans un tel contexte, la rébellion n'a plus aucune importance. Et ça va beaucoup plus loin que ça. Au cours de mes recherches pour le film, je me suis rendu compte qu'il existe des boutiques Apple qui louent des espaces publics dans lesquels ils font appliquer leurs propres lois. En général, il y a des chaises, des tables basses, une fontaine et un petit jardin. C'est comme ça sur la 5e avenue à Manhattan et à Shenzhen, dans le sud de la Chine. Les boutiques sont toutes plus ou moins identiques. Derrière, vous avez l'Apple Store et il y a le service de sécurité. En Chine, on a le droit de fumer partout, sauf là. C'est un lieu public, même si Apple l'a loué. Mais dès que vous allumez une cigarette, il y a un vigile qui arrive et qui vous dit qu'il est interdit de fumer. Et quand on lui demande qui a décidé cette interdiction, il vous répond « C'est Apple, ils ont loué cet espace ». Des clics sur du plastique, des couleurs fantastiques, Apple a toujours su plaire. Des ordinateurs pratiques avec les premiers portables. Et surtout jolis, depuis l'iMac en 1998, première collaboration de Steve Jobs et du designer de génie, Jonathan Ive. Je ne sais pas comment on pourrait faire plus sensuel.
ni plus simple. C'est surtout son emblème qui crée le mythe, une pomme croquée. Elle a suscité 1000 interprétations, plus sulfureuses les unes que les autres. Pour certains, l'ordinateur est le fruit de la connaissance moderne qui permet à l'homme de concurrencer Dieu. Les plus extrêmes y voient donc la preuve du satanisme de Steve Jobs, qui vend d'ailleurs sa première création $666,66, le chiffre du démon. Pour d'autres encore, Steve Jobs n'était pas le serviteur de Satan, mais des extraterrestres. Autour de la pomme, bien des légendes. Mais pour le design, une certitude. Il a été directement inspiré non par des aliens ou Satan, mais par un Allemand, Dieter Rams, designer chez Braun. Pourtant, le slogan de Mac, c'est « Think Different », penser différemment. Ce n'était pas juste un slogan à la con, c'était quelque chose pour laquelle on s'était battu. La pomme symbolise cela, donc on va le garder. Pensez différemment, mais ressentez tous la même chose, l'envie d'acheter mes nouveaux jouets plus tentant que jamais. Les gens d'Apple ont une idée très précise de l'aspect qu'ils veulent donner à ce qu'ils nous vendent. Et cette idée va bien au-delà de leurs produits. Il y a cette phrase célèbre de Steve Jobs, « Design is not how it looks, it's how it works ». Ce qui signifie, il y a l'aspect du produit et la façon dont il fonctionne grâce à son look. Ma sœur, par exemple, s'est acheté un iPhone et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a répondu, « Parce qu'il est tellement beau ». Beaucoup de gens réagissent comme ça. Au fond, tous ces téléphones ne sont pas vraiment différents les uns des autres. En plus, chez Apple, il y a les boutiques avec cet agencement si caractéristique, avec plein de gens qui nettoient alors qu'il n'y a rien à nettoyer. Tout est impeccablement propre, mais ils n'arrêtent pas de faire le ménage. J'en parle dans le film, parce qu'à un moment, je me suis dit, « Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font les gens qui travaillent ici ?» Il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'esthétique. Ce n'est pas une question de goût, contrairement à ce qu'on a tendance à penser. On se dit, tiens, ça me plaît, ou ça ne me plaît pas, mais ça va beaucoup plus loin que ça. J'en veux pour preuve que le responsable du design est le numéro 2 dans l'organigramme de l'État Apple. C'est lui qui apparaît dans les vidéos et dans les pubs pour faire la promotion de ses produits. Dans le cadre de cette comparaison entre une entreprise et un État, j'ai posé à beaucoup de Chinois que j'ai rencontrés la question de savoir où l'État chinois était concrètement visible. Le fait est qu'en matière de visibilité, les États ont encore des progrès à faire. C'est encore un peu flou. Beaucoup de Chinois m'ont parlé de la place Tiananmen comme étant le lieu où la représentation de l'État était la plus forte. Une qualité de finition extraordinaire. Si précise que l'on obtient un poli de miroir. L'inclusion du produit dans sa coque est faite selon un procédé de haute technologie.
Steve Jobs disait que l'idée de départ, celle sur laquelle se fonde la société Apple, c'était celle des arts libéraux. Et dans ce contexte, l'idéologie californienne joue un rôle clé parce qu'elle associe cet esprit des arts libéraux qui a donné lieu au mouvement hippie et l'esprit d'entreprise. En Californie, les deux fonctionnent de pair. Steve Jobs et toute sa clique illustrent parfaitement cet état d'esprit. Au fond, ce sont des hippies qui fumaient des joints ou prenaient du LSD, mais qui, dans le même temps, ont eu une idée commerciale. Papa a sorti la voiture du garage et ils ont bricolé leurs premiers ordinateurs. Au départ, ce sont des hippies, ce qui explique la citation assez longue du film Hair dans mon documentaire. Mais au fond, Steve Jobs est plutôt quelqu'un d'autoritaire. Il a un discours très différent de celui d'un Larry Page, par exemple, qu'on retrouve également dans le documentaire. Comparé à Steve Jobs, les grands leaders actuels comme Mark Zuckerberg sont des gens plutôt coulants. Examinons une société où les loisirs seront obligatoires. Cette société sera la nôtre dans peu de temps, en raison des progrès rapides de la cybernétique et de l'utilisation des ordinateurs dans l'industrie. Nous en voyons déjà les effets chez les hippies, la première vague d'individus produits par l'industrie cybernétique. Ils sont technologiquement inemployables. Que signifie technologiquement inemployable? Cela veut dire qu'une machine ferait mieux le boulot. La notion de communauté, qui revient à toutes les sauces chez Apple, est une notion qui nous détourne du concept de société. L'idée de communauté renvoie à un groupement de personnes liées par des intérêts communs. En clair, l'idée, c'est que les utilisateurs d'Apple ont des intérêts communs. D'ailleurs, dans les vidéos d'Apple, les Apple Stores sont présentés comme des community centers, comme des centres communautaires. En 2001, les fameux Apple Store n'étaient qu'au nombre de 2. Ils sont 418 répartis dans 15 pays, dont 10 en Chine, 13 en Allemagne, 16 en France et pas moins de 53 en Californie, berceau de l'empire Apple. Au cours du 4e trimestre 2013, le légendaire iPhone s'est vendu à 51 millions d'exemplaires et l'iPad à 26 millions. Le 20 septembre 2013, 3 jours après son lancement, le nouvel iPhone 5 approchait déjà les records de vente, avec 9 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Les iPhones recouvrent 45% du marché américain des smartphones. Au cours du 4e trimestre 2013, Apple a réalisé un chiffre d'affaires de 57,6 milliards de dollars. 63% de ce chiffre a été généré hors des États-Unis. En 2012, Apple comptait environ 47 000 employés aux États-Unis et 71 000 dans le monde. Si on ajoute les sous-traitants, techniciens, développeurs et livreurs, on arrive à 514 000 collaborateurs dans le monde. 14 000 d'entre eux travailleront dans les 4 étages du futur et futuriste siège d'Apple à Cupertino en Californie. Selon des chiffres officiels, en 2010, 16 collaborateurs de Foxconn, sous-traitants d'Apple en Chine, ont mis fin à leur jour en raison de mauvaises conditions de travail et d'heures supplémentaires non payées. Il faut savoir que ces sociétés, comme Foxconn, Pegatron et autres, sont toutes des entreprises taïwanaises. En Chine, elles font partie des entreprises étrangères. C'est dû au fait que les entreprises chinoises ne sont pas encore en mesure de garantir des contrôles de qualité exigés par les entreprises occidentales. C'est la raison pour laquelle on fait appel à ces sociétés taïwanaises qui ont une plus longue expérience dans le secteur de l'électronique. En clair, nous avons des entreprises étrangères qui recrutent des travailleurs sur le sol chinois. Ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est tout de même une forme très classique d'exploitation. De façon générale, et a fortiori dans un système d'État comme celui de la Chine, le rôle de l'État est de protéger sa population contre l'exploitation par des entreprises étrangères. Mais il ne le fait pas. Alors que se passe-t-il? We work 12 hours per day. We work 12 hours per day. 每天工作12小时。每天工作12小时。We are working for China. 我们在为中国而工作。We are working for China. 为中国而工作。Ce qui est intéressant, c'est que l'État chinois, en tant qu'État communiste, tend naturellement à affirmer que l'exploitation n'a pas cours sur son territoire. Personne n'a besoin de connaître ce mot en Chine, puisque l'exploitation a été éradiquée. Si on s'en tient à l'idée de départ du communisme, l'État chinois est supposé avoir vaincu l'exploitation, et l'exploitation des travailleurs est un phénomène qui, en principe, n'existe que dans d'autres systèmes. Or, pour beaucoup d'observateurs, la situation en Chine est tout à fait déprimante. Pour eux,
L'État chinois est une catastrophe et Apple est une entreprise plus catastrophique encore, au point qu'on se demande s'il y a encore un espoir. Et là, je pense à Baudrillard qui disait « Mieux vaut de belles images avec une analyse désespérante que l'inverse ». Il faut être conscient du monde dans lequel on vit. Ce film est ma modeste contribution à cette prise de conscience. Effroyable incendie à Orly, photos et détails. Quel avenir pour la presse papier? La question n'est pas nouvelle, mais la situation s'aggrave. De plus en plus de lecteurs préfèrent les quotidiens en ligne aux journaux imprimés. Square a rendez-vous avec Frank Schirmacher, coéditeur de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Serge July, fondateur de Libération. La presse de demain, c'est dimanche prochain dans Square.